Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le XIMI Horizon 20. C'est un vidéoprojecteur triple laser qui fait partie de la nouvelle famille Horizon 20 qui a été lancée fin 2025. Il y a donc celui-ci, le Horizon 20 qui est le moins cher. Il y a le Horizon 20 Pro et le Horizon 20 Max que j'ai déjà testé. Et je vais comparer en fait ce projecteur-là au 20 Max pour vous aider à choisir entre les deux, parce que j'ai reçu beaucoup de questions me demandant lequel il fallait choisir. Et en fait, c'est pas parce que celui-ci est le moins cher que c'est le moins intéressant, et on va voir ça tout de suite. Le Horizon 20 fait partie de la famille Horizon 20, fatalement, et donc tous ces projecteurs se ressemblent presque comme deux gouttes d'eau. La seule différence, c'est le bloc optique. Pour le Horizon 20, celui-ci, le contour est noir. Sur les deux autres modèles, le contour est rouge. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que c'est un autre bloc optique où le modèle avec le rond rouge est un modèle optique plus sophistiqué, avec une meilleure diffusion de la lumière et une meilleure précision de l'image. Ça ne veut pas dire que celui-ci est mauvais. Je vais d'ailleurs vous montrer la comparaison entre le 20 Max et celui-ci. Vous allez voir en fait qu'il n'y a pas une énorme différence. Et donc par rapport à son prix, celui-ci a certainement des arguments à faire valoir. XIMI a refait le choix d'un projecteur complètement orientable, donc ici vous voyez on peut le tourner à 360 degrés sans mécanisme de blocage. Vous pouvez l'orienter en projection plafond comme c'est le cas ici. Bon, si vous avez le plafond parfaitement droit et donc pas en mansarde, vous allez avoir une image perpendiculaire, ce qui est parfait. Et vous pouvez aussi l'orienter dans l'autre sens. Donc cette flexibilité existait déjà sur les modèles précédents, donc les S Pro et S Max. La grosse différence avec celui-ci, c'est que celui-ci est équipé d'un lens shift et d'un zoom optique. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à éviter d'avoir des dégradations d'image quand vous devez apporter une correction. Donc, cette orientation-là, si vous n'avez pas un écran parfaitement perpendiculaire au bloc optique, vous allez avoir des déformations que vous pouvez corriger avec les mécanismes du projecteur, mais sans lens shift ou zoom optique, ces corrections vont avoir un effet négatif sur la qualité d'image et souvent aboutir sur un énorme bord gris autour de l'image. Ici, c'est plus le cas. Vous avez un lens shift vertical de 120 degrés, donc ça veut dire que vous avez une orientation à 60 degrés vers le haut et 60 degrés vers le bas, qui vous permet en fait de régler la hauteur de l'image sans bouger le projecteur. Il y a un lens shift horizontal aussi, il est plus étroit, en fait là il y a 45 degrés, donc 22,5 de chaque côté, qui vous permet de projeter un peu en décalage par rapport à votre écran si vous n'avez pas la possibilité de le faire en ligne droite, et dans ce cas-là vous réorientez le bloc optique pour afficher ça correctement sur votre écran. Et le gros avantage de ça, c'est que ça ne demande pas de correction du cône de projection, et donc vous n'avez plus de bord gris autour de l'écran, et vous n'avez plus à redimensionner l'image à l'intérieur du cône de projection, ce qui vous donne en fait une image de la meilleure qualité dans toutes les configurations que vous allez lui apporter. À l'avant, on retrouve cette grande grille métallique qui fait un peu l'identité du projecteur et certainement des générations précédentes aussi. En fait, derrière cette grille métallique, on retrouve deux enceintes Harman Kardon de 2x15 watts qui sont les mêmes entre le 20, 20 Pro et 20 Max, mais également le S Pro et le S Max de la génération précédente. Donc il y a zéro différence, c'est pas très grave, le son était déjà très bon avant, il sera très bon aussi. Il n'y a pas de modification à part peut-être certains paramètres que vous allez pouvoir changer dans celui-ci, enfin dans la génération Horizon 20, qui n'était pas disponible dans la génération précédente. À l'arrière, on retrouve l'habituelle grille de ventilation ou d'évacuation de la chaleur. Donc, ce projecteur émet un peu de chaleur, c'est vrai, mais même au niveau de laser 10, oui, ça chauffe un peu, mais c'est vraiment pas problématique. Et en plus, ce projecteur a vocation d'être placé derrière vous, donc vous ne devriez jamais être ennuyé par la chaleur que le projecteur va produire. Au niveau de la connectique, on a une sortie audio numérique SPDIF, un USB 2.0, un USB 3.0, deux HDMI, dont un en IARC. N'oubliez pas d'avoir un câble capable de transmettre de la 4K pour bien profiter de la résolution et de la fréquence. Ici, on a une sortie pardon, audio de type jack et on a le bouton d'allumage. Le bloc de chargement se branche ici en dessous de façon très discrète. Donc ça veut dire que quand vous placez le bloc d'alimentation, que je vais vous montrer d'ailleurs, le voilà, il faudra bien réfléchir parce qu'en fait, en tournant le support horizontal, vous allez aussi faire bouger l'alimentation. L'alimentation, justement, elle est assez imposante, mais nettement moins imposante que le modèle Max. D'ailleurs, l'embout utilisé ici ne fonctionne pas sur le modèle Max. Donc ça veut dire qu'ici, on n'est pas sur des blocs de chargement interchangeables.
Je n'ai pas encore vu le Pro, mais en tout cas, le chargeur du 20 tout court n'est pas le même que celui du Max. Celui du Max est beaucoup plus gros. Au niveau finition, je ne sais pas si ça se voit très bien sur la vidéo, on est sur quelque chose qui ressemble à du cuir. Alors, je ne sais pas si c'est du vrai cuir, mais en tout cas, ça y ressemble. Donc, on voit un peu l'effet texturé quand on passe la main dessus et quand on regarde d'un peu plus près. C'est une nouveauté sur la gamme Horizon 20. En fait, Eximi avait un peu essayé toutes sortes d'autres finitions avant. Ça lui donne un petit côté un peu plus premium. Maintenant, ça n'a pas une utilité particulière. Le bloc optique, donc c'est la seule vraie différence entre les différents modèles de la gamme Horizon 20. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le bloc optique? Il est très bon en fait, hein. Contrairement à ce que le marketing pourrait vous faire croire en vous poussant à acheter un Pro ou un Max. Je vous expliquerai pourquoi il faut choisir l'un ou l'autre, mais la netteté, même si elle est meilleure sur les autres, c'est quand même pas un argument pour payer, je ne sais pas, 1000 € de plus, hein. Donc c'est pas du tout le cas. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que derrière le bloc optique, on a la même puce DMD 047 que la plupart des projecteurs Eximi Horizon, depuis très longtemps d'ailleurs. Et donc ils ont réussi à utiliser cette puce depuis quelques années, tout en améliorant la qualité de l'image et le contraste. C'est la même chose dans le 20 Pro et dans le 20 Max, donc c'est clairement pas au niveau de la puce que ça va changer quelque chose. En dessous, on retrouve le support oriental, comme je vous l'ai montré il y a quelques secondes dans la vidéo, avec un pas de vis standard. Vous pouvez utiliser a priori n'importe quel trépied pour poser ce projecteur-là. J'essaierai quand même de prendre un trépied qui est quand même assez solide, ou en tout cas avec du lest à sa base, comme ce que Eximi vend, parce que le projecteur il pèse quand même quelques kilos, donc il faut s'assurer que le projecteur sera bien stable une fois installé sur le trépied. Mais en tout cas, en termes d'association avec un trépied, c'est un pas de vis standard. Le placement de la connectique en haut est très pratique pour quand vous orientez le projecteur d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il faut savoir que si vous faites en projection plafond, vous n'allez pas avoir beaucoup d'espace pour aller attacher un port HDMI. Donc, il existe des versions plus plates ou en angle qui vous permettra de faire ça, mais ici, j'ai de la place pour 2 doigts et demi, donc en projection de plafond, il faudra prévoir d'autres types de câbles probablement. La télécommande, c'est la même que sur les autres Horizon 20. C'est une télécommande qui est vraiment pas mal, donc elle est en partie en métal, elle a ce côté un peu premium que les modèles précédents n'avaient peut-être pas. Au niveau des touches, c'est la même chose, donc on a le bouton d'allumage, le bouton d'utilisation de l'assistant Google, un raccourci YouTube, un raccourci Netflix, un raccourci Prime Video et un raccourci probablement paramétrable, un bouton pour gérer le focus, un bouton pour le streaming, un bouton pour les sorties, donc les sorties HDMI, le retour en arrière, les paramètres, le retour à l'accueil et le volume. Cette télécommande utilise deux piles de type AAA qui sont livrées en fait dans le projecteur et elle est rétroéclairée, donc ça veut dire que quand vous imprimez un mouvement, les touches principales vont s'éclairer de telle sorte à ce que vous puissiez utiliser la télécommande dans le noir sans aucun problème. Je vais commencer ce chapitre sur la qualité de l'image par l'analyse de la fidélité des couleurs. Alors ça se mesure, c'est une unité de mesure qui s'appelle le delta E, et le delta E doit se trouver idéalement en dessous de 3. Bon, à part ce blabla technique, je vous montre en fait ce que l'image donne avec la configuration standard du projecteur, donc celle que vous avez quand vous allumez le projecteur pour la première fois. Et à côté de ça, je vous montre des carrés de couleurs de mesure. Alors le carré du dessus, c'est la couleur attendue. Le carré du dessous, c'est la couleur mesurée, et le chiffre en dessous, c'est le calcul du delta E, justement. Alors on voit que, idéalement, le delta E devrait être en dessous de 3, il est en dessous de 3 seulement uniquement avec le bleu. Maintenant, si vous regardez cette vidéo avec votre téléphone, ce qui est souvent le cas, vous n'allez peut-être pas percevoir la différence entre la couleur de référence et la couleur mesurée. Pourtant, il y en a une. Alors parfois, la couleur est trop foncée, trop claire, pas assez saturée, trop saturée, etc. Enfin bon, soit, peu importe. Ce qui compte, c'est le chiffre final, et vous voyez en fait que la configuration standard dévie quand même beaucoup de la norme. Si je passe au gris maintenant, ça se verra encore plus, et là par contre, je pense que même avec un téléphone, ça se verra. On voit en fait que les gris, à partir du gris 40% plus ou moins, commencent à vraiment dévier très fortement de façon visuelle vers une teinte un peu bleutée. C'est ce que je voulais dire avec l'image trop froide. Ça, c'est le résultat de ce que vous obtenez avec la configuration de base. Bon, ne partez pas en courant, je vous montre ce que ça donne avec la bonne configuration du projecteur. La bonne nouvelle, c'est que ce projecteur dispose d'une configuration de base qui vous permet d'obtenir une fidélité des couleurs vraiment très bonne. Alors il faut en fait simplement choisir la configuration film et ensuite la température des couleurs D65.
Alors qu'est-ce que ça donne? Je vous montre les patchs de couleurs de nouveau, et comme pour le précédent, probablement que vous n'allez pas voir de différence au niveau du mobile. Regardez plutôt les valeurs en dessous. Dans l'exemple précédent, toutes les couleurs étaient dans le rouge sauf le bleu. Ben, cette fois-ci, en fait, toutes les couleurs sont en dessous de 3 sauf le jaune. Bon, on voit le vert qui est en jaune et le cyan qui est en jaune également aussi, mais c'est des couleurs tout à fait, enfin c'est une valeur tout à fait acceptable. Donc ça veut dire qu'avec très peu de manipulation, vous obtenez en fait une colorimétrie qui est vraiment déjà d'un très très bon niveau, et si vous ne voulez pas vous prendre la tête, gardez ça comme ça et tout ira très bien. Maintenant, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, moi j'ai constaté que le blanc n'était encore toujours pas correct, ce qui a provoqué une déviation au niveau des grilles, mais je vous montre tout de suite ce que ça donne une fois que c'est corrigé. Avec la configuration film et D65, vous obtenez une très bonne fidélité des couleurs primaires et secondaires, mais il y a encore toujours une petite déviation sur le blanc. Et en fait, le blanc, quand vous le regardez, si vous avez un écran complètement blanc, vous verrez que le blanc est un peu jaunâtre. Alors ça veut dire que le blanc est un peu trop chaud. Et donc pour le corriger, je vous ai partagé sur mon blog les paramètres à utiliser en SDR et en HDR pour un écran blanc. Et si j'ai le temps, je rajouterai les paramètres à utiliser pour un écran ALR, en tout cas celui que moi j'ai, et avec ces paramètres-là, vous obtenez une colorimétrie parfaite, aussi bien au niveau des couleurs que du blanc et des gris, comme vous pouvez le voir ici. J'ai un blanc à 0,95, ce qui est parfait. Toutes les couleurs rebelles sont toutes rentrées dans l'écran, j'en ai plus aucune qui dépasse le delta E de 3. Donc avec ces quelques modifications-là, vous obtenez l'image parfaitement calibrée, avec le meilleur potentiel que vous pouvez exploiter avec ce projecteur. Avant de passer à la mesure de la luminosité, je vais faire un détour par le gamut. Le gamut, c'est quoi? C'est l'espace de couleur adressable par le projecteur. Il y a des normes pour ça, et on va commencer par la norme REC 709, qui est la norme utilisée pour la télévision en haute définition. Le triangle bleu que vous voyez, c'est la référence, donc ce sont les couleurs qu'il faut avoir pour pouvoir afficher un contenu télévisé, un contenu de type télévision de façon correcte, et on voit en fait que ce projecteur-là atteint sans aucun problème le REC 709, donc bon, évidemment, dans cette zone de prix-là, ce serait vraiment dommage, mais ça confirme juste que c'est le cas. Si on passe maintenant au HDR, la norme est différente, on parle ici du REC 2020. Alors le nombre de couleurs est beaucoup plus important, le triangle bleu est donc beaucoup plus grand, et c'est aussi beaucoup plus rare d'avoir un projecteur qui atteint complètement la norme. Et bien la bonne nouvelle, c'est que ce projecteur atteint presque complètement la norme, avec 97,5% du REC 2020. Ça veut dire quoi, en dehors de ces chiffres? Ça veut dire que les contenus HDR disposeront de toutes les couleurs nécessaires pour avoir un rendu optimal. Je parle du HDR, mais également du Dolby Vision. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce projecteur-là a la bonne couverture des couleurs, et en plus, je vous ai montré dans le chapitre précédent qu'en plus, il a la bonne fidélité des couleurs. Donc l'image sera absolument parfaite pour ces nouveaux types de contenus qui sont le HDR et le Dolby Vision. La luminosité, c'est clairement le plus grand débat autour de cette nouvelle famille Horizon 20. Pourquoi? Parce qu'en fait, la luminosité, c'est quasiment la seule différence entre les différents modèles de la série 20. Alors, qu'est-ce que ça donne? Avant de vous montrer des chiffres, je vais vous montrer une image. Celle de Batman que j'utilise habituellement pour le contraste. À gauche, vous avez l'image prise dans l'obscurité. À droite, vous avez pris l'image prise dans une pièce éclairée sur un écran blanc. Alors, je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. On voit ici clairement que le projecteur n'est pas fait pour être utilisé à la lumière du jour. Eh bien, rien que ça, c'est un argument en faveur de ce projecteur-là si vous comptez l'utiliser uniquement dans l'obscurité. Si vous voulez l'utiliser dans une situation plus éclairée, là, il faudra réfléchir, mais je reviendrai sur les mesures plus tard. Je vais d'abord rentrer dans une série d'exemples avec les mesures spécifiques pour ce Horizon 20. Je vous passe maintenant 4 exemples de comparaison sur une image claire. Donc écran blanc jour-nuit, écran ALR jour-nuit, écran ALR contre écran blanc de jour et écran ALR contre écran blanc de nuit. Alors on commence par l'écran blanc. Donc à gauche vous avez l'image prise à la luminosité du jour et à droite de nuit. L'image prise à la luminosité du jour est tout à fait regardable, mais elle est quand même beaucoup plus fade que celle utilisée la nuit. Donc à vous de voir si ça c'est acceptable. Donc rappelez-vous que avec l'exemple de Batman, on voyait très bien que pour des scènes sombres, l'écran blanc en pleine journée n'est pas envisageable. Par contre, si vous regardez des scènes claires, bon, je pense par exemple à un match de foot où tout est toujours très éclairé, ou certains types de dessins animés, dans ce cas-là, vous pourriez utiliser l'écran blanc à la lumière du jour. C'est un peu plus fade, mais c'est tout à fait acceptable.
Alors la comparaison suivante, c'est un écran ALR, comparaison jour-nuit, avec à gauche le mode nuit et à droite la lumière du jour. Bon, ici aussi, malgré le fait que c'est un écran qui est prévu pour être utilisé à la lumière du jour, ou en tout cas avec une certaine forme de luminosité, l'image est quand même beaucoup plus fade, moins qu'avec l'écran blanc, mais ça reste quelque chose qui n'est pas encore de l'ordre de l'expérience spectaculaire. Alors si je compare ensuite à la lumière du jour l'écran LR avec l'écran blanc, on voit que l'écran LR fait un peu mieux, ça se verra peut-être pas sur votre écran de téléphone, mais en réalité, en fait, les noirs sont plus noirs, les couleurs sont plus saturées et beaucoup plus fidèles par rapport à la source. De nouveau, pour les scènes sombres, je pense que ce n'est pas approprié. Par contre, à choisir entre les deux, je préfère évidemment l'écran LR. Si maintenant je termine la conclusion avec, enfin la comparaison avec l'écran LR et l'écran blanc en pleine obscurité, alors on voit de nouveau, je ne sais pas si sur votre mobile vous allez voir la différence, en pleine obscurité, l'écran LR apporte un contraste plus fort, des noirs plus profonds, mais la différence avec l'écran blanc n'est pas extraordinaire. Donc ici, si vous comptez utiliser ce projecteur uniquement dans l'obscurité, et vous n'avez pas le budget pour un bon écran LR, en fait un écran blanc fera parfaitement l'affaire, parce que l'image, comme vous la voyez ici, elle sera de très bonne qualité. Je vous passe maintenant, finalement, les mesures, avant de passer au chapitre sur le contraste. Alors ce chapitre sur la luminosité est beaucoup plus long que d'habitude, tout simplement parce que c'est la question la plus fréquente que j'ai reçue pour ce projecteur, et en fait probablement la question la plus fréquemment posée parmi tous les projecteurs que j'ai testés jusqu'à présent. Il y a vraiment eu un gros débat sur la luminosité partout où on en parlait. Alors, donc je vous ai montré des exemples pratiques, maintenant je vais rentrer dans les chiffres, et avec une recommandation qui est liée à ça, et qui en fait va probablement déterminer votre choix entre l'Horizon 20, 20 Pro et 20 Max. En théorie, ce projecteur est capable de produire 3200 lumens. En réalité, j'ai obtenu 3019 avec le mode High Power et le laser à 10. Alors, on n'est pas très loin, donc on ne va pas pinailler sur la différence. Par contre, le mode High Power est absolument inutilisable, parce que l'image est verdâtre, donc ça ne sert à rien d'en parler. Je vais me limiter au mode film, parce que c'est le mode film qui propose l'image à la fidélité des couleurs la plus élevée. Donc en mode film, j'ai obtenu 1681 lumens avec un laser à 10 et 879 lumens avec un laser à 1. Alors de nouveau, ces chiffres ne vous parlent peut-être pas. Ok, c'est pas grave, on va traduire ça directement dans quelque chose de plus concret. Avec le laser à 10 et avec une luminosité de 1680 lumens, vous pouvez projeter une image de 130 pouces, voire un peu plus, sans tomber dans un inconfort d'une luminosité pas assez élevée. Si vous décidez de baisser le laser à 1, vous obtenez donc 879 lumens, et dans ce cas-là, vous pouvez projeter une image d'environ 100 pouces, ce qui est tout à fait confortable. Alors déjà ici, je pourrais m'arrêter avec la conclusion pour vous aider à choisir entre les trois modèles de la série. Si vous voulez une image entre 100 et 130 pouces et que vous allez utiliser le projecteur dans l'obscurité, voilà, vous avez votre candidat, le Horizon 20, il est très bien pour ça. Si vous voulez une image plus grande ou si vous avez un environnement plus lumineux, il faudra alors faire la sélection entre le Pro et le Max. Mais j'ai testé déjà le Max, je vais tester le Pro plus tard. Comme ça, je vous donnerai toutes les indications sur le bon modèle à choisir si vous ne répondez pas aux critères de luminosité et de taille d'écran prévus pour ce projecteur. Passons maintenant au contraste. Le contraste a toujours été un peu une faiblesse chez Ximi, mais d'année en année et de modèle en modèle, ils sont parvenus à s'améliorer. Je vous montre ce que ça donne ici avec la scène de Batman. Alors attention que prendre une photo d'un triple laser et en plus dans des conditions comme ça, c'est pas toujours un bon reflet de la réalité, mais voilà, on va se baser sur ce qu'on a. Donc on voit ici que les scènes sombres, les zones sombres de l'image sont tout à fait regardables, on voit les détails tout autant que les zones claires qui ne sont pas trop brûlées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ce Ximi se déroule quand même vraiment pas mal au niveau du contraste. Je vous montre maintenant une image animée, donc avec des scènes dans l'espace, etc., qui sont compliquées pour les projecteurs qui n'ont pas un bon contraste. Vous allez voir que le résultat est plutôt pas mal. En parallèle de ça, pendant que vous regardez l'image, je vous parle des chiffres cette fois-ci. Donc j'ai mesuré le contraste et j'ai pas mesuré de grandes variations entre les différentes configurations du projecteur. Donc un contraste entre 1300 et 1450, 1460 pour 1, ce qui est tout à fait correct. Bon, évidemment, il y a mieux, mais c'est généralement plus cher et ce sont souvent des projecteurs à focale ultra courte. Donc ce projecteur fonctionne très bien. Il y a un mode de contraste dynamique qui permet de d'artificiellement monter le contraste à plus de 10 000 pour 1, même 20 000 pour 1 dans certaines configurations de ce projecteur-là, mais malheureusement à ce stade-ci, au moment de faire cette vidéo, ce contraste dynamique n'est pas encore vraiment exploitable parce qu'il induit une déviation colorimétrique qui est parfois assez importante.
Normalement, Ximi devait livrer une nouvelle version de son firmware plus ou moins au moment où je fais le test, donc ici début décembre. Malheureusement, je n'ai pas encore cette nouvelle version-là, donc je n'ai pas pu tester le contraste dynamique avec la correction du firmware. Mais ça arrivera probablement dans les prochains jours, j'imagine, mais comme j'ai pas de certitude, il a fallu que je termine ma vidéo quand même dans un délai raisonnable. La netteté de ce projecteur est bonne malgré ce que le marketing sur ce produit pourrait laisser croire. La netteté du modèle Pro et du Max est meilleure, mais ça se voit pas vraiment de façon significative, et en tout cas pas dans les films. Les modèles Pro et Max ont une meilleure uniformité de la lumière, mais de nouveau, je ne suis pas sûr que le consommateur moyen puisse voir la différence. Le détourage, par contre, est meilleur, mais c'est surtout visible sur le texte. Alors, est-ce que la netteté et l'uniformité justifient la différence de prix entre ce modèle et les deux autres? Je suis franchement pas sûr. Je pense que l'élément le plus important dans la différence de prix, c'est la luminosité, parce qu'avec celle-ci, l'impact sur l'utilisation du projecteur est vraiment tangible. Ce projecteur tourne en 60 Hz, donc ça veut dire qu'il diffuse 60 images par seconde, et donc pour tous les films qui n'auront pas été filmés en 60 images par seconde, on a un risque d'avoir de la saccade pour les mouvements rapides. C'est un peu ce que vous pouvez voir en haut de l'image avec le carré qui se déchire. Heureusement, le projecteur a un mode de compensation de mouvement en 3 niveaux, bas, moyen et haut, qui permet en fait d'atténuer ce problème. En règle générale, je conseille d'utiliser le niveau moyen parce qu'à ce niveau-là, les déchirements sont presque imperceptibles et l'image n'est pas dénaturée. Si vous prenez le réglage haut, en fait, vous risquez d'avoir des images qui sont anormalement lissées. Bon, après, si vous préférez ça, c'est pas un problème, mais je pense que ce qui est le plus proche de la réalité, c'est utiliser le mode intermédiaire. Si je devais trouver quelque chose de ridicule à propos de ce projecteur, ce serait certainement sa consommation. Quand j'utilise le mot ridicule, c'est évidemment de l'ironie. Alors j'ai mesuré une consommation de 97 watts avec le laser à 10 et une consommation de seulement 62 watts avec le laser à 1. C'est une consommation absolument ridicule par rapport à la luminosité émise. Alors à titre de comparaison, le Horizon 20 Max consomme 176 watts en laser 10 et 100 watts en laser 1. Donc c'est presque 2 fois la consommation de ce Horizon 20. Alors pour tous ceux qui utiliseraient ce projecteur uniquement dans le noir, vous avez ici une raison de plus pour choisir ce projecteur-là plutôt qu'un des autres modèles, parce que la luminosité est suffisante pour l'utiliser dans le noir, et en plus vous consommez beaucoup moins d'énergie. J'ai mesuré le bruit de fonctionnement du Horizon 20 en collant littéralement mon décibelmètre sur le projecteur, et comme vous pouvez le voir, il ne détecte rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas du tout de bruit, il fait juste un petit bourdonnement qui est à peine audible. D'ailleurs, au moment de faire les mesures, j'entendais plus le ventilateur de mon PC qui se situe dans la pièce d'à côté, plutôt que le ventilateur de ce projecteur-là. J'ai pourtant pris la mesure avec le laser au maximum, donc a priori, à moins d'utiliser le mode High Power qui transforme votre image en image verte, vous devriez jamais entendre ce projecteur. La qualité audio chez Ximi a toujours été une force, et ça se perpétue à travers le modèle. En fait, ça fait déjà quelques années que Ximi travaille avec Harman Kardon pour la partie sonore de leur projecteur. C'est de nouveau le cas ici avec cette famille Horizon 20. Et en fait, le Horizon 20, le Pro et le 20 Max sont équipés du même équipement, à savoir 2 enceintes de 15 watts Harman Kardon, qui sont aussi les mêmes que dans la série précédente, le S Max et le S Pro. Donc pas d'évolution de ce côté-là, pas de différence entre les modèles, mais c'est pas grave, en fait, le son est déjà très bon. Je vous passe ma bande-son habituelle de 3 minutes, qui varie un peu les styles, et pendant la bande-son de 3 minutes, j'ai aussi joué un peu avec les paramètres disponibles dans le projecteur, comme ça vous voyez ce que ces paramètres peuvent avoir comme influence sur la qualité et le rendu sonore. As the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light.
to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it can build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over. Habituellement, je passe assez rapidement sur la partie jeu parce que je constate que à chaque vidéo que je fais, c'est la partie qui est la moins visitée ou la moins regardée dans les vidéos, mais je vais passer un peu plus de temps cette fois-ci parce qu'il y a d'autres choses à dire que ce que je dis habituellement. Xgimi a mis en avant ce projecteur-là comme un projecteur orienté gaming pour deux raisons. La première, c'est l'input lag, donc la latence, qui est annoncée comme une latence très basse. Et la deuxième raison, c'est la fréquence d'écran qui peut monter jusqu'à 240 Hz. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, vous voyez la vidéo pendant que je vous parle et mes piètres prestations de joueurs. Cette vidéo a été prise sur une Xbox série X, qui est donc capable de monter à 120 Hz en 1080p. Et bien, en fait, elle est parfaitement reconnue par le projecteur et on voit en fait que la fréquence s'adapte quand on passe dans la bonne résolution. Donc 120 Hz en 1080p et 60 en 4K. Si vous avez une machine qui est capable de faire du 240, j'imagine un PC dans ce cas-là, ça fonctionnera aussi, mais je n'ai pas ce genre de machine, donc j'ai pas pu le tester. Alors la fréquence d'image vous permet d'avoir une expérience beaucoup plus fluide à l'écran, donc ça c'est absolument parfait si vous avez des consoles de dernière génération ou un gros PC. Et alors par contre la latence, ça c'est quelque chose que je peux mesurer plus facilement. En mode standard, j'ai une latence de 120 millisecondes qui est beaucoup trop pour jouer dans de conditions normales. Par contre si vous passez en mode jeu, là vous avez une latence qui est quasiment inexistante. Et Xgimi a vraiment répondu présent sur les deux critères mis en avant, à savoir d'un côté la fréquence et de l'autre côté la latence. Et en plus de ça, ils acceptent la fréquence variable, ce qui vous permettra d'avoir une expérience absolument parfaite en jeu. Donc la série Horizon 20, que ce soit le 20, 20 Pro ou 20 Max, c'est une série qui est vraiment parfaite pour les gamers. Donc si en plus de vouloir regarder des films, vous voulez jouer avec ce projecteur-là, vous avez ici un très bon candidat. Faut-il utiliser un écran avec ce projecteur? Ça dépendra un peu de vos attentes et de la qualité de vos murs ou plafonds. Le choix d'un écran, c'est après la luminosité la question la plus fréquente que j'ai reçue pour ce projecteur, donc je vais y consacrer un peu plus de temps que d'habitude. Alors j'ai fait un test où j'ai comparé la même image projetée sur mon plafond, ensuite sur un écran blanc, ensuite sur un écran ALR prévu pour ce type de projecteur, et finalement sur un écran ALR prévu pour les projecteurs à focale ultra courte. Tous les tests ont été effectués sur une taille d'écran similaire pour ne pas biaiser les résultats. Le premier impact visible, c'est clairement la lumière. Et j'ai obtenu une luminance de 270 candela par mètre carré sur le plafond, 250 sur l'écran blanc, 188 sur l'écran LR pour focale longue et 77 pour l'écran LR à focale ultra courte. C'est la première fois que je teste mon plafond et j'ai été assez surpris par le bon résultat au niveau de la luminance. La peinture utilisée apporte sans doute un petit gain au niveau de la luminosité. L'écran blanc a été un peu défavorisé parce que en fait, j'ai utilisé une grosse correction au lens shift, donc peut-être qu'au global, l'écran blanc aurait dû mieux s'en sortir. Mais en tout cas, ce premier comparatif vous donne une idée claire de l'impact sur la lumière pour chaque type d'écran. Alors, si vous utilisez le projecteur dans le noir complet, le mur plafond va fonctionner donc au niveau de la luminosité. Par contre, il perdra un peu en saturation, les couleurs seront un peu moins éclatantes que les autres écrans. Si cette perte ne vous pose pas trop de problèmes, en fait le mur représente certainement le meilleur compromis prix-qualité. L'écran blanc par contre coûte, en tout cas celui que j'ai utilisé, coûte un peu plus de 100 €, donc c'est pas un gros budget pour obtenir un gain en qualité. Alors passons maintenant aux écrans ALR. Alors je peux d'emblée exclure l'écran ALR pour focale ultra courte parce que le Horizon 20 n'est pas assez lumineux pour l'exploiter correctement. C'était pas le cas avec le Horizon 20 Max, là c'était suffisant, mais ici avec le 20 on est un peu juste. Les noirs sont bien plus profonds, c'est très bien. Les couleurs sont plus saturées, c'est bien aussi, mais la luminosité globale est quand même un peu juste.
Alors, si ces écrans vous intéressent, je les ai testés dans mon comparatif. L'écran blanc est un écran VEVOR de 130 pouces, donc qui coûtait un peu plus de 100 euros. L'écran LR pour la focale longue est un Nothing Projector lenticulaire fixe de 100 pouces. Et le dernier écran est un écran motorisé, aussi de chez Nothing Projector de 120 pouces. Pour le plafond, je ne peux pas vous aider, je ne me souviens pas de la peinture utilisée, mais elle n'a certainement pas dû coûter très très cher. Tous les projecteurs de la série Horizon 20 sont équipés d'un lens shift horizontal-vertical ainsi que d'un zoom optique. Alors c'est en soi déjà un argument en faveur de ces projecteurs, mais ça l'est d'autant plus pour le Horizon 20 de base parce qu'il est beaucoup moins cher. Vous allez d'ailleurs difficilement trouver des alternatives sur le marché dans cette gamme de prix-là avec un lens shift vertical et horizontal en plus d'un zoom optique. Alors tout ça, ça veut dire quoi? C'est en fait une méthode mécanique pour réorienter l'image, et j'insiste sur la partie mécanique. Pourquoi? Parce que la correction d'image, ça existe depuis longtemps, mais de façon logicielle. Et la méthode logicielle, c'est la correction par trapèze qui engendre une dégradation de la qualité et la création d'un bord gris autour de l'image. Ce n'est pas le cas avec le lens shift. Vous pouvez orienter l'image de façon verticale jusqu'à 120 degrés et horizontale jusqu'à 45 sans perte de qualité, ce qui vous donne une flexibilité de placement plus importante. Et c'est pas tout, il y a aussi le zoom optique qui fonctionne de la même façon, donc mécaniquement de nouveau, ce qui vous permettra de placer le projecteur plus loin dans votre pièce sans dégradation de qualité. Donc ces deux arguments-là, plus le fait que le Horizon 20 est moins cher, c'est un argument très fort en faveur de ce projecteur. Voilà, on arrive au bout de cette longue vidéo. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, posez-les en commentaire. Et par sécurité, mettez le @ avec mon nom derrière, parce que parfois, pour une raison ou une autre, je ne reçois pas les notifications. Alors, si vous appréciez mon travail, sachez que je fais ça dans mon temps libre, ce n'est pas mon métier, et que vous pouvez me supporter de façon très simple avec un like, en vous abonnant à ma chaîne ou en achetant vos produits avec mes liens. Merci. La gamme Horizon 20 a été lancée en octobre 2025, et bien que je m'attendais à un certain succès de cette nouvelle série, je ne m'attendais pas à un tel succès. Et le nombre de questions que j'ai reçues, etc., était vraiment pas de l'ordre de ce que je reçois habituellement. Xgimi, je pense qu'ils ont été surpris tout autant que moi, parce qu'en fait, ils sont rapidement tombés en rupture de stock. J'ai pourtant testé tous les projecteurs Xgimi depuis quelques années, et ce n'est pas encore arrivé jusqu'à présent. Alors, pourquoi tout ça? Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette situation, mais la plus importante, c'est tout simplement que cette nouvelle série de projecteurs Horizon 20 répond à toutes les attentes. Ce qui va arbitrer le choix entre le 20, 20 Pro et 20 Max, c'est la luminosité et dans une moindre mesure la netteté. Pour le reste, c'est la même chose. Ils ont tous une excellente image, un excellent son et une super expérience pour le gaming. Avec le Horizon 20, c'est la première fois que j'ai une configuration de base qui offre une bonne colorimétrie sans prise de tête. Le rendu des couleurs est tout simplement excellent en SDR comme en HDR. La luminosité du projecteur vous obligera sans doute à l'utiliser dans l'obscurité, mais vous pouvez viser facilement 130 pouces dans de très bonnes conditions. Le contraste est également en progression, avec un contraste natif de 1400:1. Vous pouvez profiter des scènes sombres sans perdre trop de détails. Le contraste dynamique, par contre, ne fonctionne pas, ou en tout cas pas correctement, et devrait pouvoir vous amener à un contraste de plus de 10 000:1, voire 20 000:1, mais au prix d'une déviation colorimétrique importante, où bon, voilà, ça dénature un peu l'image. Xgimi travaille sur une mise à jour pour corriger ce problème, mais au moment de faire cette vidéo, elle n'était pas disponible, donc j'ai pas pu la tester maintenant. Peut-être que ça viendra dans les prochaines semaines. La qualité du son, elle est toujours au rendez-vous. C'est le même équipement sur les 3 projecteurs de la gamme Horizon. C'était d'ailleurs le cas aussi sur la gamme précédente S Pro, S Max. Le son est puissant. Il est à l'aise sur l'ensemble du spectre. Vous n'avez donc pas besoin d'une installation dédiée, sauf si vous voulez plus de puissance ou un rendu 5.1, 7.1 ou quelque chose dans ce genre-là. Le gaming, c'est devenu vraiment un argument de vente très sérieux avec cette nouvelle série, avec une latence quasiment inexistante et une fréquence d'image pouvant monter jusqu'à 240 Hz, vous obtenez ici une expérience de jeu de très haut niveau qu'aucun autre projecteur dans cette gamme de prix-là ne peut dépasser pour l'instant. Alors, les forces de ce projecteur, la première force, c'est la qualité d'image en SDR et en HDR. C'est bien, c'est le but d'un projecteur d'avoir une bonne image, mais en fait, lui, il a une bonne image dès le départ. La colorimétrie en mode film et D65 est presque parfaite, et donc, si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec des réglages, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une belle image avec des belles couleurs.
Le contraste natif est pas mal non plus. Bon, ok, il y a des projecteurs qui font mieux, il faut être honnête, mais souvent ils sont plus chers et ce sont souvent aussi des projecteurs à focale ultra courte. La qualité du son est très bonne, la latence pour jouer est très basse, la fréquence d'image est très élevée, il est assez discret au niveau du fonctionnement, on l'entend presque pas, la consommation est ridicule par rapport à la luminosité offerte, il y a un lens shift vertical de 120 degrés, horizontal de 45, c'est vraiment pas mal, et un zoom optique. Alors, qu'est-ce qu'il a comme faiblesse? La faiblesse qu'on verra le plus dans les forums, etc., c'est le contraste dynamique qui ne répond pas aux attentes aujourd'hui, en tout cas, parce que même si le contraste est beaucoup plus important, la déviation colorimétrique ne le rend pas vraiment utilisable. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme défaut? Je dirais que c'est un peu dommage, sachant que la configuration film et D65 est la meilleure, c'est de ne pas la mettre en configuration par défaut, donc il faut demander à l'utilisateur de faire cet effort-là. C'est pas grand-chose, mais bon, il pourrait aussi faire un effort à ce niveau-là. Et le dernier défaut, c'est un petit bug que j'ai rencontré, c'est que le Dolby Vision sur ma Xbox Series X ne fonctionne pas. Donc j'imagine que c'est un bug qui va être corrigé, qui est mis à jour, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est tout pour ce test. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau test.